Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, TVR9 couvre la conférence de presse du chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet qui dévoile son programme pour la région. Je me déplace à l'école Polybelle pour rencontrer Marie-Josée Lemieux et les comédiens de la troupe de théâtre des Deux-Rives. La chasse aux œuvres est lancée. Madame la préfète Marilyn Nadeau souligne l'importance de l'événement et les équipes d'artistes se présentent au public. Notre journaliste Louis Bibeau s'entretient avec Anna-Maria Martin, présidente des producteurs de lait de la Montérégie-Ouest, au sujet de la gestion de l'offre. Finalement, nous recevons en studio Alain Bertrand, président de Saint-Marc en affaires, pour nous inviter à la deuxième édition du Festival des vins champêtres et riverains de Saint-Marc-sur-Richelieu. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional. Bonne émission! Vous propose un tour de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville organise un débat électoral réunissant les candidats fédéraux de la circonscription de Belleuil-Chambly. L'événement se tiendra le lundi 14 avril de 19h à 20h à l'hôtel Rive-Gauche de Belleuil. Yves-François Blanchet du Bloc québécois, Nicolas Malouin du Parti libéral et Marie-Josée Béliveau du NPD ont confirmé leur participation. Cependant, Sylvain Goulet du Parti conservateur sera absent, tandis que la présence du Parti vert reste incertaine. Les candidats répondront à une série de questions sur les enjeux locaux, suivies d'une période d'échange avec le public. Jusqu'à 100 personnes pourront y assister et le débat sera aussi diffusé en direct sur TVR9 à 19h. La course électorale fédérale s'intensifie dans Mont-Saint-Bruno-l'Acadie alors que 3 nouveaux candidats se joignent à la liste en vue du scrutin fédéral du 28 avril. Patrick Rochon, pompier à Longueuil et résident de Saint-Basile-le-Grand, représentera le Parti populaire du Canada. Il fait le saut en politique avec l'intention d'apporter un vrai changement inspiré par les valeurs du chef Maxime Bernier. 2 autres candidatures ont été confirmées par Élections Canada. Nicolas Godin pour le Parti conservateur du Canada et Maria Corpi-Giaco pour le Parti vert qui n'avait pas présenté de candidat lors des dernières élections. Avec ces ajouts, la circonscription compte maintenant 5 candidats en lice, dont la bloquiste Noémie Rouillard et le libéral bienvenu Olivier Ntumba. Le nouveau Parti démocratique n'a toujours pas annoncé de représentants à la fermeture des mises en candidature. Dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, c'est Laurent de Cazeneuve qui portera les couleurs du Parti libéral du Canada. Il rejoint ainsi Xavier Barcelo-Duval, déjà confirmé pour le Bloc québécois. Originaire de l'île Maurice, Laurent de Cazeneuve est fort d'une expérience auprès de plusieurs ministres fédéraux et se présente comme un candidat capable de livrer des résultats concrets pour la région en travaillant au sein du gouvernement. En plus de ces candidatures, Élections Canada confirme la présence de Sean Michael Thompson pour le Parti vert, Vincent Kunda pour le Parti conservateur et Jean-François Filion pour le nouveau Parti démocratique. Alexandre Blais sera quant à lui de retour sous la bannière du Parti populaire du Canada après une première tentative en 2021. La ville de Belleuil prévoit instaurer un programme d'aide financière de 250 000 $ pour attirer de nouveaux commerces dans le vieux Belleuil. L'objectif, réduire le taux d'inoccupation et diversifier l'offre commerciale actuellement grandement consacrée à la restauration. La mairesse Nadine Viau souligne que le programme vise à renforcer l'attractivité du secteur et à soutenir les entrepreneurs locaux. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Le conseiller Vincent Chabot craint que cette initiative prive d'autres secteurs de leur commerce. Le règlement devrait être adopté le 28 avril et les commerces retenus devront s'engager pour 3 ans. Parallèlement, la Ville annonce l'embauche d'un conseiller en développement économique et touristique pour accompagner les entrepreneurs. La Ville de Chambly est en deuil après le décès de Pierre Bourbonnais, ancien maire de la municipalité de 1991 à 2005. Durant sa présence à la tête de la ville, il a géré la crise du verglas de 1998. Il a aussi mis en place des mesures de prévention des inondations, participé à la protection du patrimoine bâti et lancé les travaux d'embellissement de l'avenue Bourgogne. Son implication a mené à la création de la place de la Seigneurie et de la promenade Riverain, des espaces publics aujourd'hui emblématiques. La ville de Chambly mettra ses drapeaux en berne en son honneur et offre ses condoléances à sa famille et à ses proches. Pour la mairesse Alexandra Labbé, Pierre Bourbonnais était un homme profondément humain, toujours à l'écoute des citoyens.
Son engagement envers la communauté laisse une empreinte indélébile sur Chambly. À Saint-Antoine-sur-Richelieu, le CHSLD, l'accueil du rivage, cessera définitivement ses activités le 2 mai prochain. L'établissement, qui faisait face à une pénurie de main-d'œuvre et des difficultés financières, hébergeait encore une douzaine de résidents, malgré une capacité de 23 lits. Les 36 employés du centre ont été avisés de leur licenciement collectif le 3 mars dernier. Toutefois, 21 d'entre eux auront priorité pour une localisation. Les autres recevront un accompagnement dans leur transition. Le ministre et député de Bordua, Simon-Jolin Barrette, reconnaît que la fermeture d'un tel établissement peut susciter de l'inquiétude. Il assure que le gouvernement offre un soutien aux travailleurs touchés, notamment via Service Québec. Cette fermeture est la deuxième en moins d'1 an dans la région, après la résidence La Demeure Saint-Hilaire, qui comptait 42 chambres et qui a cessé ses activités en décembre dernier. La ville de Saint-Basile-le-Grand appelle ses citoyens à la vigilance face à la présence d'animaux sauvages potentiellement porteurs du virus de la rage sur son territoire. Depuis décembre dernier, plusieurs cas ont été recensés en Estrie et en Montérégie, plaçant la municipalité en zone de surveillance rehaussée. Les autorités demandent donc de signaler immédiatement au ministère de l'Environnement toute observation de carcasses de moufettes, ratons laveurs ou de renards. Le virus de la rage se transmet par la salive d'un animal infecté et peut être mortel. Bien qu'assez rare chez l'humain, il est hautement contagieux. Les citoyens sont invités à éviter tout contact avec les animaux sauvages et à faire vacciner leurs animaux domestiques. Voilà, c'était votre survol de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, qui est un endroit pour lequel j'ai une affection particulière. J'ai des souvenirs assez impérissables des expositions des artistes du Refus global qui ont été présentés ici, parce que c'en est le berceau, le Refus global, qui est l'ancêtre même de la Révolution tranquille. Mais alors que tout le monde a bien bénéficié, à juste titre, de la Révolution tranquille, les artistes du Refus global, eux, ont payé cher leur engagement pour la libération et la reconnaissance d'une nation québécoise, alors que le mot était assez peu utilisé. Je veux présenter aujourd'hui, essentiellement pour les médias et la population de la circonscription, une série d'engagements qui sont issus de conversations qu'on a eues, bien sûr, pendant les 3 dernières années et demie. Certaines choses qui n'ont pas été complétées parce qu'on est, puis c'est le propre des gouvernements minoritaires, puis on s'en va peut-être vers un autre gouvernement minoritaire, on s'ajustera. Quand on est en alerte électorale perpétuelle, bien, il y a des projets qui ne se complètent pas. Maintenant, on sait que même dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, pour la prochaine législature, on sera en mesure de dire, OK, il y a tel projet, il faut les faire dans la première année. Sinon, on va encore tomber dans une espèce d'incertitude à caractère électoral. Vous savez, l'inconvénient pour les gens de la circonscription, c'est vrai singulièrement durant une campagne électorale, et c'est un inconvénient pour moi aussi, c'est que ça ne me permet pas d'avoir le même niveau de présence que j'aurais envie d'avoir, l'espèce de proximité pour laquelle j'avais choisi d'ailleurs Belleuil-Chambly parce que j'ai une affection particulière. Et mes enfants ont étudié ici, je demeurais tout près de la circonscription. Je disais aux anciens députés que j'ai connus et qui représentaient ce coin-ci du Québec, qui avait la plus belle circonscription au Québec. Donc, il y a un attachement particulier que la nature de mon travail ne me permet pas de vivre autant que je le souhaiterais. Mais ça présente peut-être l'avantage en contrepartie que lorsque je me lève dans le Parlement, c'est aujourd'hui 33 personnes qui se lèvent dans le Parlement. Ça donne une voix qui peut s'avérer singulièrement forte pour la circonscription, qui permet de faire avancer plus vite des dossiers qui autrement iraient peut-être plus lentement. Et je dis ça, et je fais référence à la minorité parce que je ne vois aucune raison, incluant pour les gens de Belleuil-Chambly, de souhaiter un gouvernement majoritaire, puisque depuis 2-3 jours, on met un peu au défi, surtout M. Carney, qui fait figure de meneur dans la présente course au Canada. On met au défi de réagir à des enjeux qui sont plus typiquement québécois, et on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse. Et là, les Québécois doivent se demander, est-ce qu'on nous amène dans une trappe de laquelle on serait plus capable de sortir et ça se ferait peut-être au détriment des intérêts du Québec? C'est une conversation qu'on aura sur d'autres enjeux. On ne peut pas non plus faire comme si Belleuil-Chambly était à part du Québec. Mais il y a des dossiers
que le Bloc porte beaucoup, qui sont davantage les dossiers des périphéries. Lorsqu'on parle de pêcherie, lorsqu'on parle de forêt, lorsqu'on parle de minéraux stratégiques, lorsqu'on parle d'aluminium, évidemment, c'est moins criant dans Belleuil-Chambly. Ce sont des sources d'approvisionnement pour les entreprises PME transformation dans Belleuil-Chambly. Mais lorsqu'on parle en effet du tissu de PME axé sur l'exportation, beaucoup vers les États-Unis, là, on est tout à fait dans nos préoccupations à nous. L'innovation est très présente dans la circonscription de Belleuil-Chambly, dans nos parcs industriels. Et bien sûr, la gestion de l'offre, l'achat local, les marchés de proximité sont des enjeux qui sont extrêmement importants ici. Maintenant, je veux mentionner des considérations, on peut dire des engagements, qui sont nés des conversations qu'on a eues au cours des dernières années. D'abord, je veux vraiment qu'on mette en place une espèce d'activité d'intégration conviviale et peut-être même festive pour les gens qui arrivent dans la circonscription. Dans la circonscription de Belleuil-Chambly, on accueille des travailleurs, on accueille des immigrants, on accueille des demandeurs d'asile dans une certaine mesure aussi. Nos ressources en termes d'aide à l'accueil des gens qui arrivent de l'étranger sont étouffées littéralement sous la pression et le manque de ressources. Je pense qu'on peut donner un coup de main en contribuant, au moins sur une base annuelle, à l'organisation d'événements de bienvenue, d'événements d'information, d'événements d'enseignement de ce que sont les ressources à la disposition des gens qui viennent ici. En complément de ça, je veux qu'on regarde là avec vraiment ce qui existe comme organisation communautaire dans les municipalités, peut-être même avec les entreprises, une manière de mettre en place quelque chose qui va pallier à un grave problème, qui n'est pas propre à Belleuil-Chambly, mais je pense que c'est ici qu'on pourrait démarrer la chose. Trouver une façon d'offrir des formations en français, d'offrir de la francisation pour les citoyens qui arrivent ici, dont le français est insuffisant, dont l'intégration est rendue complexe, que ce soit dans leur vie quotidienne ou que ce soit au travail. Est-ce qu'on est capable ensemble de mettre en commun des ressources pour offrir, chacun ayant mis une petite contribution, une ressource supplémentaire, une proposition supplémentaire en termes de francisation? Je veux qu'on s'assoie. Quelle forme prendra? On va avoir une rencontre avec un certain nombre de joueurs, puis on verra qu'est-ce qu'eux privilégient. Mais on est capable d'être un levier important là-dedans et de voir ce que sont les ressources qu'on peut aller chercher pour le faire. De façon bien précise, ça fait longtemps que ça traîne. Nous allons soutenir très activement le projet d'électrification du parc autour du Fort Chambly, où se tient le Bière et Saveur à chaque année, avec les génératrices, le bruit, la production de gaz à effet de serre. C'est un projet, le projet d'électrification, qui est, somme toute, très abordable, avec des impacts extrêmement positifs pour la communauté. On veut travailler dans ce sens-là avec, bien sûr, les autorités du secteur. On avait voulu le faire, et ça ne s'est pas fait, c'est encore dans les cartons, une organisation de colloques sur l'avenir de la rivière Richelieu. Il y a plusieurs visions qui ne sont pas toujours convergentes, qui interpellent évidemment le milieu municipal, mais la vocation même et les outils requis pour préserver une vocation à la fois récréo-touristique, environnementale, avec un engagement citoyen, avec un engagement écologique autour de la rivière Richelieu. Moi, j'ai encore de la misère à me faire une tête tellement il y a des idées, pas toujours, sur l'intention, ça converge bien, sur les moyens ou les échéances, ça converge moins. Je veux qu'on puisse se faire une tête parce que tant qu'on n'a pas une vision commune, on n'est pas capable d'aller chercher les ressources que ça commande. Je crois qu'on doit accorder une attention particulière dans un contexte de crise du logement à un ensemble de moyens dont certains sont à l'échelle nationale. Et évidemment, on a une petite communauté de journalistes qui sont... Il faut être franchement motivé, il faut que ce soit une vocation, parfois, pour travailler dans des conditions éminemment difficiles. Et moi, je vois un axe de communication qui est beaucoup plus... qui longe le Richelieu davantage que d'avoir un axe vers Montréal, parce qu'encore une fois, la région a une identité qui lui est propre, dont on ne veut pas qu'elle soit noyée dans autre chose, qui est tout à fait pertinent et intéressant, mais qui colle moins sur notre réalité autour de ce magnifique ruban bleu qui traverse notre secteur avec les montagnes avoisinantes. Je pense qu'on doit avoir une réflexion. Combien de fois on a eu des rencontres avec les gens de TVR9 qui vivent des difficultés récurrentes? Comment peut-on parler d'une voie commune pour essayer
de contribuer à un débat qui est national, mais aussi pour dynamiser une information régionale qui veut exister. On le sent, que les gens veulent que ça existe. Je crois qu'on doit s'asseoir autour d'une table, mais tout le monde ensemble, pas à la pièce, puis voir comment on peut porter une voix plus forte à cet égard-là. Ce que je veux voir, c'est ce que les gens des médias, tu sais, qu'on apprend à connaître, parce que moi, je suis abonné à tout ça, je vois tout ce qui sort. Nous avons en commun avec l'ensemble de l'appareil média local et régional du Québec un sous-financement, des revenus publicitaires piratés par les géants du Web à côté desquels il n'y a aucun média dans la région ici qui est autre chose qu'un atome, là. Donc, on a ça en commun avec tout le Québec, puis dans une certaine mesure avec tout le Canada. Mais on a en commun une identité qui est la nôtre. Comment on fait pour avoir des demandes, et je ne présume même pas de ce que ça serait. Moi, j'ai cette inquiétude-là. Je pense que les gens de la Gaspésie ou de l'Abitibi ou de la Mauricie peuvent avoir la même. Lorsqu'on est à Sherbrooke, où l'exemple de Mauricie n'est pas bon, ou à Trois-Rivières ou à Rimouski, on a un appareil média régional affaibli, mais quand même encore assez solide pour fournir la région en information sur la région. Mais lorsqu'on est dans des secteurs comme Belleuil-Chambly ou le Richelieu, ou, je sais pas moi, le secteur de Victoriaville, ou le secteur de Joliette, ou le secteur de Drummondville, l'information régionale est moins présente. Il n'y a pas de station locale. Et c'est un appareil de communication très local qui se met en place, mais qui n'a pas toujours les ressources pour concurrencer les grandes entreprises de communication. Comment fait-on pour essayer d'avoir des moyens supplémentaires? Parce que si on enlève, ou si on affaiblit l'appareil média d'un secteur ou d'une région donnée, on la prive de son identité. Ça devient une région qui est tributaire de l'information que Montréal voudra bien lui donner. On se trouve à l'école Polybelle pour rencontrer Mme Marie-Josée Lemieux. Bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Vous êtes directrice générale de la troupe Les Deux Rives. En fait, je m'occupe du marketing de la troupe des Deux Rives, puisqu'on a d'autres membres de notre troupe qui ont aussi des rôles à jouer, qui ont chacun un vice-président, président, secrétaire, trésorier. Alors, on a un CA bien établi avec d'autres membres qui collaborent un peu plus de loin, mais qui font partie de comités pour que l'organisation fonctionne bien. Alors, tout le monde dans la troupe s'implique vraiment beaucoup. Mais vous participez aussi à la pièce. Oui, cette année, on est une quinzaine de comédiens qui vont jouer dans la pièce qui va être présentée les 2, 3, 4 mai prochains. Et la pièce, en fait, c'est un collage de 2 pièces, 2 comédies à sketch. Et l'auteur est Jean-Pierre Martinez. C'est un dramaturge français contemporain qui est très prolifique et il se spécialise dans la comédie. Alors, ce sera un bel événement où on va rire à notre plaisir. Là. Il n'y aura pas de... Donc, on invite les gens à la maison à se procurer des billets au site théâtre2rives.org. Oui, exactement. www.théâtre-des-deux-rives.org. Super. Les billets sont déjà en vente. Les billets sont déjà en vente. À quoi on peut s'attendre pour les gens qui sont intéressés par la pièce? Vous avez dit des éclats de rire. C'est une pièce qui va avoir plusieurs comédiens. Combien de comédiens, en fait? Oui, c'est ça. Une quinzaine de comédiens qui ont à peu près 2 rôles chacun. Et on peut s'attendre vraiment à des moments touchants, à des moments où il y a beaucoup de folie parce que, entre autres, dans Avis de passage, qui se trouve être la 2e pièce au programme, les personnages sont vraiment fous. L'auteur a voulu vraiment faire une critique de notre société, puis a poussé à fond là, la caricature dans ses personnages. Qu'est-ce que ça vous amène de faire partie de cette troupe de théâtre-là, vous? Bien, moi, ce qui m'a frappé d'abord avec la troupe des Deux Rives, c'est que c'est vraiment une belle organisation avec des comédiens qui sont passionnés et qui nous accueillent. Dès la première année, on est accueillis à bras ouverts. Un comédien peut se présenter et jouer déjà sur scène dès sa première année avec la troupe du Théâtre des Deux Rives. Avez-vous remarqué des personnes où ça a eu un grand impact sur leur vie de participer à la troupe de théâtre? Ah oui, effectivement. On a eu des metteurs en scène professionnels par le passé. Ensuite, on a justement aujourd'hui
une personne qui m'accompagne qui, elle, fait ses auditions dans les écoles de théâtre. Alors, ça lui fait un espace de jeu où elles peuvent se perfectionner. C'est aussi une troupe qui est subventionnée à différents paliers gouvernementaux. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de ça? Ah, c'est très important. C'est sûr qu'on est un OBNL. Alors, les villes environnantes, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, Marc-Mercerville, contribuent à chaque année pour nous aider à rouler, comme on dit là, dans le milieu. Puis, on a d'autres partenaires là, qui sont importants afin de faire une belle production de qualité. Madame Lemieux, merci beaucoup de faire ça. Je rappelle à tout le monde le 3, 4, 5 mai. Le 2, 3, 4 mai. J'ai pas bien appris mon texte. Les 2, 3, 4 mai à la Polybelle. Super, les billets sont en ligne. On vous remercie. Parfait. Donc, ça vous a apporté vraiment un nouveau cercle social. Oui, tout à fait, oui. Vous, madame? Oui, bonjour, moi c'est Ginette. Je fais partie de la troupe depuis 2014. Et moi aussi, je suis allée en Belgique. On a fait une création collective également. En 2018, on a participé à ce beau festival. Moi, je fais du théâtre parce que j'en avais envie depuis ma tendre enfance. Et puis, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé du plaisir, j'ai trouvé un cercle social, j'ai trouvé des gens simples aussi qui ne se prennent pas la tête et puis qui nous adoptent dès qu'on arrive, comme Mme Lemieux l'a bien dit. Vous aviez dit que vous rêviez de faire ça. C'est un peu votre rêve qui se réalise. Est-ce que comment vous vous sentez là, quand vous faites du théâtre ici, là, concrètement? Comme un poisson dans l'eau sur scène. J'adore. Comme ici, là, vous êtes sur scène? Oui. Vous, Estelle? Oui, ben mon nom, c'est Estelle. En fait, pourquoi je fais du théâtre? Parce que moi, je suis une personne assez gênée en général. Donc, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. En fait, j'ai fait des auditions avec une de mes bons amis. J'ai fait la réplique, donc à l'École nationale, les conservatoires, à l'UQAM. Donc, ouais, j'ai bien hâte que vous voyez la pièce. Ouais. Donc, vous voulez faire une carrière en théâtre? Non, c'est juste comme pour le plaisir, juste pour comme sortir de ma zone de confort. Là. Ouais. Ça vous apporte assez pour vraiment vous rendre compte que ça vous change comme personne? Oui, totalement, absolument. Wow, vraiment intéressant, impressionnant. Bonjour, monsieur. Bonjour, moi c'est Gilles. Je suis dans la troupe depuis 2004, ça fait 21 ans. Je suis dans... parce que ça me tentait depuis longtemps. J'avais des billets de saison pour des troupes de théâtre. Puis quand je les voyais sur scène, je me disais « Ah, j'aimerais ça être là, j'aimerais ça être là. » Fait que là, ça fait 21 ans que je suis là, sur la scène. Et ça aide aussi à se dégêner, à sortir de sa coquille. Je me vois le changement d'une année à l'autre. Puis ouais, c'est assez... c'est très bon pour l'ego. Ah oui, l'ego? Dans quelle mesure? Bien, ça nous aide, ça nous aide à avoir plus confiance en nous autres. Beaucoup. Je ne sais pas si on peut mettre ça dans l'ego, là, mais en tout cas, ça aide à la confiance. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite avant de commencer le théâtre? Faut jamais hésiter. Faut le faire. Si tu en as envie, vas-y. Parce que c'est là que... Je le sais, c'est quoi? On est gêné au début. J'en ai vu depuis toutes les années que je suis là, j'en ai vu là, qui arrivait là, gêné. Puis là, après quelques mois, là, oups, t'es voyais s'épanouir. Là. J'en ai une à côté de moi comme ça. Là, vous allez la suivante. Elle a vraiment... c'est le fun de voir les gens s'épanouir. Vraiment. Parlant de vous, madame, qu'est-ce qui vous apporte ici?
Ben, moi, je m'appelle Frédéric, j'ai 24 ans. Je suis dans la troupe depuis 2019, mais j'en fais depuis beaucoup plus longtemps. J'en fais depuis mes 8 ans, en fait. C'est une façon pour moi de prendre confiance en moi et de me lancer des défis. Je suis atteinte d'un syndrome très rare qui s'appelle le syndrome de Mobius et qui cause, entre autres, une paralysie partielle du visage. C'est mon cas. Et donc, le théâtre, c'est une façon pour moi de surmonter ce complexe-là envers mon apparence que j'ai eu toute ma vie. Puis vraiment, depuis 2019, puis je suis d'accord avec Gilles, j'ai vraiment pris confiance en moi. J'ai réalisé que l'audace que j'avais sur scène, je pouvais aussi l'avoir dans ma vie quotidienne. Donc, c'est ce que m'a apporté la troupe. Donc, la confiance que vous avez prise ici, c'est répercuté sur le reste de votre vie. Totalement, absolument, comme dirait Estelle. À votre tour, madame, vous êtes la dernière. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de la troupe de théâtre des Deux-Rives? Alors moi je m'appelle Roxane et comparativement à tout le monde, je travaille dans la technique, donc dans l'ombre. Je suis belge et donc j'ai rencontré cette belle troupe en Belgique et étant très très loin de ma famille, j'ai retrouvé une seconde famille ici. C'est vraiment ça que ça m'a apporté. C'est vraiment une stabilité, des amis, une famille. Voilà, c'est ça. Super. Bien, ce que je peux remarquer comme point commun, c'est vraiment la cohésion que vous avez. Vous partagez une passion, puis ça se sent. Donc, je vous souhaite un bon succès pour vos spectacles qui s'en viennent, puis j'invite tout le monde à la maison à venir vous voir performer. Chères citoyennes et chers citoyens, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et une grande fierté qu'on vous accueille aujourd'hui pour le lancement de la 3e édition de la Chasse aux œuvres. Cet événement est devenu une tradition incontournable dans notre belle région de la vallée du Richelieu. Il célèbre l'art et la créativité, mais aussi l'esprit de communauté qui nous unit. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous déplacer ce soir aussi en grand nombre. Tout d'abord aussi, je voulais remercier la ville de Belleuil de nous accueillir, ainsi que le Mail Montenac qui, grâce à eux, on peut faire ce vernissage qui nous permet d'exposer nos 100 œuvres pendant tout le mois d'avril, dans le fond, jusqu'au 27 avril. Et cette exposition met en valeur le travail de création et de collaboration de 16 artistes de la région. Merci et félicitations à vous tous et toutes pour l'originalité et la qualité de vos œuvres collectives exposées ici ce soir. La chasse aux œuvres, c'est bien plus qu'une simple exposition d'œuvres d'art. C'est aussi une invitation à découvrir notre magnifique région sous un nouvel angle. Cette année, en participant à la chasse aux œuvres et en suivant les indices portant sur le patrimoine bâti de la vallée du Richelieu, vous découvrirez des trésors architecturaux et l'histoire de notre région. Ces bâtiments sont une mémoire collective. Je tiens également à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cet événement, les artistes, bien sûr, ainsi que l'équipe de la MRC et les partenaires, et Mme Brochu, qui est le chef d'orchestre. Merci d'avoir opéré votre magie avec tous vos collègues et partenaires. Je vous donne rendez-vous dès samedi durant le mois d'avril pour participer à la chasse aux œuvres à travers les 13 municipalités de la MRC. Ensemble, faisons de cette édition un moment mémorable où l'art et la culture sont à l'honneur. Encore merci d'être ici et je vous souhaite une belle soirée. Maintenant, le moment tant attendu. Nous allons maintenant découvrir les nouveautés de la chasse aux œuvres 2025, ainsi que les 4 collectifs d'artistes de la région qui ont généreusement mis leur talent en contribution pour créer les œuvres que vous découvrirez ici ce soir. Ces œuvres seront exposées tout le mois d'avril au Mail Montenac et remis aux participants de la chasse qui réussiront à trouver les reproductions d'œuvres sur le terrain et qui seront sélectionnés par tirage au sort cette année. On fait partie de la déchirure en plusieurs volets. Donc, la déchirure, pour nous, a été aussi de déchirer des papiers. On est parti de pâtes de papier qu'on a fabriquées fait main, qu'on a empâté, qu'on a collé sur nos œuvres à la base. On a défait des fils
de la corde en petits filaments pour représenter la réparation aussi qu'on a collée sur nos œuvres et qu'on a repeint par-dessus. Et on a une petite ligne sur toutes nos œuvres, on a une petite ligne dorée qui représente justement l'art du kintsugi avec le doré. Alors, vous allez voir toutes nos petites lignes un petit peu partout dans nos œuvres. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait que ce soit festif, que la vue de nos œuvres donne de la joie. Donc ça, c'était le point de départ. On s'est quand même mis quelques contraintes, parce que vous savez que c'est dans la contrainte qu'on devient productif. On avait déjà la contrainte de créer en une seule journée sur 25 toiles, toutes les 4 ensemble. Donc, on est allé mettre en fond noir. On a décidé de travailler avec des couleurs fluorescentes ou des couleurs pastel vives. Et puis, on s'est amusé avec ça. Comment on a fonctionné, c'est qu'on a chacune commencé une première série d'œuvres pour pouvoir partir la création par nous-mêmes avec notre touche personnelle. Et ensuite, on est allés tous retoucher toutes les œuvres. Donc, c'est un beau défi, petit format, 4 personnes. Ça a vraiment été le fun, une superbe journée. Puis vous verrez, vous irez voir les œuvres, mais sur le côté, il y a pour chaque œuvre un petit morceau qui dépasse, qui déborde, pour venir faire le lien entre chacune des œuvres. Alors, je vous explique rapidement notre processus qui a été assez simple finalement. Donc, on s'est rencontrés dès la première soirée. On a voulu trouver une thématique, puis on a pensé spontanément aux 4 saisons. Donc, on s'est séparé les saisons. Donc, Véro, t'étais le printemps, Stéphanie l'automne, l'hiver, et moi j'étais l'été. Donc, chez nous, dans le confort de notre foyer, on a commencé par travailler les fonds de nos toiles selon la thématique qu'on s'était donnée. On s'était donné aussi certaines couleurs à respecter. Par la suite, lors de la grande journée de création, on s'était dit on pourrait peut-être illustrer des oiseaux. Donc, on a tous, certains, on a un intérêt pour le figuratif, puis on est allé vraiment avec tout simplement la thématique de l'oiseau et on est venu chacun travailler des oiseaux sur les fonds de nos collègues. Donc, c'est ça qui a été intéressant, c'est vraiment encore, comme toutes les autres équipes, on a travaillé de façon collaborative sur les toiles des autres, sur les fonds des autres pour créer les œuvres que vous voyez au fond. Puis, l'oiseau, pour nous, c'était tout simplement le symbole de la liberté. Puis, c'est un peu ce qu'on s'est donné comme mandat durant la journée de création, de vraiment y aller librement. Puis ça a créé vraiment pour chacune une belle journée créative où on s'est laissé aller, certaines, on avait de la musique pour se laisser inspirer. Parfois, on interagissait avec les gens qui venaient nous voir, bien sûr, mais vraiment d'y aller dans la créativité, la spontanéité, puis la liberté. Donc, pour ce projet, chacune de nous avons été la passagère de nos horizons, pourtant bien différents. Nous avons mis en commun nos techniques artistiques telles que le airbrush, l'encre, l'acrylique, l'impression à la plaque de gélatine, le collage et la poésie. Comment avons-nous procédé? Question de se mettre en confiance et de penser que cela faciliterait notre travail en équipe. Nous nous sommes donnés comme ligne de départ de préparer chacune dans nos ateliers respectifs des fonds avec la seule consigne de couvrir le support de bande horizontale et lors de la journée de création, retravailler l'œuvre des autres passagères. Facile à dire, facile à faire, mais à notre arrivée lors de la journée de création et que nous avons découvert le travail de chacune de nous, les papillons se sont mis à virevolter partout dans toute la pièce. On pouvait voir au-dessus de nos têtes les phylactères, les bulles de bande dessinées. Comment je vais faire pour travailler sur le magnifique travail des autres passagères sans altérer le travail accompli? Est-ce que je suis capable? Qu'est-ce qu'elles vont faire de mon travail? Comment on procède? Est-ce que je reste ou je m'en vais? Qui va commencer la première? Quelle œuvre que je choisis? Comment notre travail va-t-il se compléter? 2-3 cafés plus tard, un bol de fruits, une bonne brioche à la cannelle. Merci Sabrina. Le plaisir s'est installé. Marie-Claude, une petite ligne ici. Rose, un petit crémage, une ligne de poésie pour accompagner l'image. Mia, un doré, un ombrage, un oiseau serait parfait. Françoise, as-tu quelque chose à coller ici? Durant tout le processus de création, on s'est fait confiance. On a réussi à réunir toutes nos techniques sur des formats, comment dire, petits, très petits, minuscules, mais peu importe, à la fin de la journée, le défi était relevé. Nous avons pris entre nos mains chacune des 25 œuvres pour proposer des petites histoires. Nous avons rigolé. On a même fait de l'art-thérapie en rose. Je blague.
Nous nous sommes appréciés, nous avons appris de chacune de nous et sommes devenus des amis. Bonjour. Depuis quelques années, les accords de libre-échange que le Canada a conclus avec les États-Unis ou avec l'Europe ont mis en lumière la question de la gestion de l'offre de l'agriculture au Québec, particulièrement, bien sûr, les secteurs visés. On parle du lait, on parle du poulet et de la dinde, et on parle aussi des œufs. Aujourd'hui, on reçoit Mme Anna-Maria Martin. Bonjour, Mme Martin. Mme Martin est la présidente du syndicat des producteurs de lait de la Montérégie-Ouest, qui elle-même est affiliée à la Fédération des producteurs de lait du Québec, de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec. Alors, bienvenue, Mme Martin. Bien, merci beaucoup. C'est une belle opportunité de pouvoir venir expliquer la gestion de l'offre pour nous. Merci. Alors, vous êtes vous-même productrice de lait. Vous avez une ferme ici même en Montérégie, je crois que c'est à Henryville, très exactement. Donc, j'ai une ferme laitière mes garçons sont la 5e génération sur la ferme. Puis, elle est située dans le Haut-Richelieu, à Henryville, une petite ferme avec 5 générations dessus. On aura l'occasion d'y revenir. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment, on sait que c'est un sujet d'actualité, il y a M. Trump qui en parle souvent par les temps qui courent, avec les attaques qu'il mène contre le Canada et contre la question de la gestion de l'offre, en particulier la question du lait, parce que pour lui, il cherche à défendre la production, particulièrement des producteurs de lait du Wisconsin. Pouvez-vous nous expliquer la gestion de l'offre? Ça vient de où, ça, au Canada? Parce qu'on en parle souvent, mais j'ai l'impression que nos téléspectateurs, y compris moi-même, ne savons pas très bien d'où ça vient tout ça. En fait, la gestion de l'offre a débuté, les balbutiements, si on veut dire, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1939-1945. On a vu, dans le fond, la chute des ventes de produits agricoles. Donc, vraiment, les producteurs étaient dans un état, je pourrais même dire, lamentable. Ils vendaient tous leurs produits à perte. Alors, on s'est mis à se pencher, à réfléchir comment pouvoir redynamiser le secteur. Et puis, il y a eu une commission, la commission EON, qui s'est penchée vraiment sur les conditions de vente des producteurs agricoles. Après ça, il y a eu plusieurs démarches pour se rendre en 1970 où a eu lieu vraiment la signature de la gestion de l'offre, qui était, à la base, a été signée par 2 provinces, l'Ontario et le Québec. Et après ça, les autres provinces se sont affiliées à la gestion de l'offre, qui est devenue vraiment pan-canadienne. Ça s'est traduit, je comprends bien, dans une loi canadienne, ça. Oui, c'est devenu vraiment une entente avec le gouvernement fédéral et les provinces. Donc, le gouvernement fédéral va vraiment contrôler les frontières. En fait, ce que je vous ai oublié peut-être de dire en premier pour vos téléspectateurs. Oui, nous dire c'est quoi la gestion de l'offre? C'est vraiment important. Le bout le plus important pour moi, c'est que la gestion de l'offre repose sur 3 piliers. Puis c'est pour ça, mon petit banc, vraiment, c'est le contrôle des frontières qui est vraiment géré par le fédéral. Après ça, c'est la planification de la production laitière qui est vraiment les provinces qui administrent ça, ce qu'on appelle dans le fond nos quotas. Et puis, pour moi, en tout cas, le plus important aussi, c'est le prix donné aux producteurs. Fait que c'est ces 3 piliers-là qui forment la gestion de l'offre au Canada. Peu importe la production qui est sous la gestion de l'offre, ces 3 piliers-là sont importants pour maintenir une gestion de l'offre dynamique et qui reflète autant le prix pour les producteurs, pour rendre aussi aux transformateurs la production qui c'est nécessaire pour la consommation canadienne. C'est ça. Si je comprends bien, effectivement, c'est en fonction, tout ce système-là est basé pour répondre à la demande canadienne. Effectivement. Et est-ce qu'il y a une partie d'exportation pour le lait, par exemple? On va parler Il y a une très petite, infime partie d'exportation. C'est environ 1% de notre production qui va partir en exportation. C'est vraiment minime pour nous parce que la gestion de l'offre, le fondement est vraiment de répondre aux besoins canadiens. D'accord.
Et je comprends que, bon, dans la présente entrevue, on va surtout parler du lait, bien sûr, puisque c'est votre expertise. Mais est-ce qu'on peut dire que les grands principes s'appliquent également, de ce qu'on va parler, s'appliquent également pour le poulet, la dinde et les œufs? Oui. Bien, le fondement de la gestion de l'offre là, est vraiment pour tout le mouvement là, de la gestion de l'offre. Les productions que tu viens de nommer, la base est la même pour tout le monde. C'est la base qui fait en sorte que ça tient, tu sais, qu'on puisse avoir un prix au final qui couvre nos coûts de production. Bien, c'est ces trois paliers-là qui doivent tenir ensemble. D'accord. Maintenant, si on expliquait un peu pour nos téléspectateurs comment ça fonctionne, ça, la gestion de l'offre. C'est quoi les mécanismes? Comment sont déterminés? Parce que, bon, ça fonctionne en termes de quotas. On entend souvent parler des quotas. Alors, pouvez-vous nous dire qui, comment détermine ces fameux quotas-là? Et on va parler du lait en particulier. En fait, c'est vraiment, ça monte au fédéral, donc c'est les besoins canadiens. Ce qui est important de comprendre dans la gestion de l'offre, pour nous, dans les productions agricoles, ce n'est pas de gérer le prix, mais c'est bien de gérer la production. C'est l'obligation de produire pour les besoins que nous avons canadiens. Fait que ça part de là, au fédéral. Puis au-dessus, dans le fond du fédéral, il y a aussi la Commission canadienne du lait, qui est le gouvernement, qui vient dynamiser puis s'assurer du leadership de la filière laitière au complet. Fait qu'elle, elle assure vraiment les contingents qu'elle donne, les permis aussi. C'est un peu à ça qu'elle sert, la Commission canadienne du lait. Et c'est elle qui fait les annonces de nos prix à nous payés aux producteurs. Elle va mandater une firme qui va faire le coût de production sur les fermes pour établir, dans le fond, ce que sera notre coût de production. Puis notre coût de production provient de 50 du coût enquêté sur les fermes et 50 de l'inflation, ce qui fait au total notre coût de production qui va nous être payé pendant l'année. OK. Maintenant, on parle de la Commission canadienne du lait qui détermine, dans le fond, les quotas de production, mais pour l'ensemble du Canada, c'est bien ça? Oui. Et ça, c'est réparti ensuite. Une fois que les quotas, pour l'ensemble, on détermine, mettons, c'est quoi les besoins de production pour le lait pour l'ensemble du Canada. Là, ensuite de ça, c'est divisé entre les fermes, quoi? Comment ça fonctionne? Chaque province a un quota. Fait que, OK. tu sais, ça descend dans le fond. OK. Là, on a un besoin canadien, puis après ça, ça découle aux provinces avec leurs besoins, avec leur quota historique. C'est complexe, toute cette dynamique-là à expliquer, mais essentiellement, c'est que chaque province a un quota à produire. Et dans le fond, c'est chaque producteur a son quota individuel à produire. Ce qui fait au bout, c'est qu'on additionne puis qu'on arrive aux besoins pan-canadiens. D'accord. Maintenant, quand on parle de production de lait au Canada, les besoins canadiens, on parle de quoi? C'est quel type de production alimentaire là, qu'on retrouve derrière tout ça? Là? Il y a bien sûr le lait de consommation, mais il y a aussi d'autres produits, bien sûr. En fait, nous, ce qui est étrange dans le lait, c'est qu'il est décortiqué. Fait que, oui, on produit du lait. Moi, je suis une productrice de lait. C'est ce que je fais. Mon lait part. Mais après, une fois qu'il est parti, il est transformé, ce lait-là. Fait que c'est dans le fond tout ce qu'on peut retrouver dans les produits laitiers. Fait que c'est du yogourt, c'est du fromage, de la crème glacée, même des poudres de lait qui peuvent être ajoutées dans des produits de transformation, dans les shakes qu'on peut appeler aussi. Fait qu'elles se retrouvent partout. Moi, je produis un lait, mais après ça, le transformateur vient chercher mon lait, puis lui, après ça, il fait avec ses besoins, avec ses produits qu'il réalise. Là. OK. Mais vous, là, sur papier, votre lait, vous le vendez à qui? Bien, en fait, c'est dans le fond les producteurs de lait du Québec. C'est la seule personne qui vient chercher mon lait, par un transporteur. Il régit Vous dans parlez le de la fond... fédération aussi, Oui. la Fédération des producteurs de lait du Québec. La Fédération des producteurs de lait du Québec, c'est là que moi, j'envoie, en fait, virtuellement le lait. C'est un lien de passage. Je produis le lait, lui, il sait combien que je produis, puis après, c'est lui qui retourne le lait aux usines. Donc, chaque usine, chaque transformateur va avoir un contrat avec les producteurs de lait du Québec. Dans le fond, c'est les producteurs de lait du Québec qui gèrent les contrats.
c'est ce qui libère aussi producteur qui n'a pas besoin d'appeler chacun des transformateurs pour essayer de vendre son lait. La fédération s'occupe de ça pour vous. Exactement, c'est la grande distinction que nous, on a ici, c'est qu'on n'a pas à gérer avec chacun des transformateurs. Notre lait est envoyé par les producteurs de lait du Québec qui, eux, vont envoyer à chaque transformateur. Vous avez mis en commun, quelque part, dans le fond, la bureaucratie qui est nécessaire pour gérer la vente aux différents transformateurs de lait. Exactement. Tout ce qui est bureaucratie, la mise en marché collective, c'est ce qu'on parle, dans le fond, la mise en marché collective. Après ça, on a plein de mises en commun, des frais de transport, c'est des mises en commun, nos frais de marketing, tout est mis en commun pour avoir une meilleure optimisation de notre prix. L'important pour nous, c'est notre prix, hein, pour nous les producteurs, mais ça permet une meilleure optimisation du prix, du dynamisme aussi de la filière laitière. Et pour le transformateur, ce que ça lui permet, c'est d'avoir une qualité du lait. Lui, il sait, il est tranquille, il sait que son lait va arriver. Il n'y a pas à se casser la tête, on a des engagements, on a des quotas à remplir. Fait que lui, il sait que dans son année, il va avoir le lait qu'il a de besoin pour la production qu'il va faire. Et en plus, un lait de qualité, évidemment, parce qu'on a des engagements sur la qualité du lait. C'est ça, il y a certaines normes de qualité que vous devez respecter, j'imagine. Elles sont déterminées, j'imagine, par la Fédération, ces normes-là, ou comment? Par la Commission canadienne du lait? Non, c'est par vraiment notre beau... tu sais, derrière la vache bleue, on parle beaucoup de la vache bleue. Bien, derrière cette vache bleue-là, on peut vraiment en parler parce qu'elle a un historique qui est pro-action. Pro-action, dans le fond, c'est notre cahier de charge, nos obligations qu'on doit rencontrer pour livrer du lait de qualité, puis ça inclut aussi le bien-être animal derrière ça, ça inclut aussi le respect de l'environnement, fait la biosécurité aussi. Fait que tout ça, c'est notre cahier de charge qui est le pro-action pour permettre vraiment de rentrer dans les standards autant que les consommateurs souhaitent que nos transformateurs souhaitent. Parce que pour pouvoir faire du bon fromage, ça prend du lait de qualité. Puis à ce jour, on est quand même encore reconnu pour le lait de qualité qu'on livre. D'accord. On accueille en studio Alain Bertrand, qui est président de Saint-Marc en Affaires. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour. Vous venez de nous parler de la deuxième édition du Festival de vin champêtre et riverain de Saint-Marc-sur-Richelieu. Ah oui, entre autres, c'était la deuxième édition. La première édition l'année dernière a été un succès qu'on n'espérait pas. En fait, on espérait environ 800 personnes. On en a eu au-dessus de 1000 qui se sont présentées. Ça a l'air c'était probablement un événement très attendu. On a vraiment été contents de vraiment combler de la réponse des gens. Fait qu'on s'est dit, on n'a pas le choix. Cette année, il faut faire une deuxième édition. Puis combler un petit peu les beaux commentaires qu'on a eu l'année passée. Là. Non, c'est une idée justement qu'on sent que les citoyens de la région avaient besoin d'un événement comme ça. Oui, c'est exactement ce qu'on a eu. Comme le premier feedback qu'on a eu, c'est que les gens ils disaient, sur le site, ils disaient « Wow, c'était vraiment quelque chose qui est une ampleur, puis on avait vraiment besoin à Saint-Marc, entre autres, de ce genre d'événement-là, qui est grandiose, qui est un peu plus relevé, qui est rassembleur, parce qu'on a eu tout le monde, on a eu toutes les gens de la municipalité sont venus, là, autant les familles que les plus âgés, puis c'était vraiment rassembleur comme événement. Pour les gens à la maison qui écoutent, qui n'ont pas été là l'année passée, c'est quoi le festival? Le festival, c'est un endroit où vous pouvez... En fait, les gens qui sont là sur le festival, c'est des importateurs de vin, entre autres. Il y en a à peu près une douzaine qui, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils importent du vin, naturellement, de différents pays. Donc, ils sont là sur place avec des bouteilles, vous pouvez les déguster. Fait que le but, c'est de déguster des vins, de différents vins, pour pouvoir, après ça, peut-être en commander par eux. Ce pas des vins, souvent, qui ne sont pas accessibles à la SAQ. Et on a aussi des vignobles locaux qui produisent du vin localement, là, différents vignobles dans la région, qui sont aussi présents sur le site. Puis ce sera une des nouveautés cette année. Il va y avoir plus de vignobles locaux. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'année dernière, notre première édition, c'était un peu l'instigation. C'est un peu un de notre président l'année dernière, Éric Deguire, qui est de LBV International ici à Belleuil. C'est lui qui est notre président, puis c'est lui qui a un peu instauré tout, puis a initié ce projet-là. Fait que c'est sûr que lui, étant un importateur de vin, il avait déjà beaucoup de contacts. Ça a été comme un premier boost. Puis cette année, on veut avoir plus de locaux. Fait qu'on a sollicité plus de producteurs locaux pour pouvoir augmenter notre offre de vignobles aussi. Ça, c'est une initiative de Saint-Marc en Affaires. Pourquoi il y a autant d'entrepreneurs à Saint-Marc, pensez?
Écoutez, je pense, je n'ai pas fait de recherche démographique, là, mais je pense que le fait que Saint-Marc, c'est par rapport à sa situation géographique dans la région. C'est qu'on est à 10-15 minutes de Belleuil, on a la même distance à peu près du fleuve, là, de Verchères, tout ça, puis de Saint-Antoine. Donc, on est une ville où les gens viennent pour élever leur famille, pour s'établir, et non pas pour y travailler. Donc, il n'y a pas de parc industriel vraiment, il n'y a pas beaucoup de commerce. Donc, c'est vraiment une ville où les gens fait que les gens viennent habiter, élever leur famille sur place pour aller travailler ailleurs ensuite. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises dans la région, à Saint-Mathieu, à Belleuil ici, à Saint-Hilaire ou ailleurs, et ils viennent élever leur famille à Saint-Marc. Pourquoi il y avait le besoin d'avoir un organisme pour les entrepreneurs? Et on est allé, il y a 3-4 ans environ, la première initiative de ça, c'était Mme Saint-Laurent, qui était conseillère municipale à ce moment-là, qui avait, elle a senti, probablement qu'elle a eu des gens qui lui ont parlé, ça se fait dans Saint-Marc d'avoir un rassemblement d'entrepreneurs, parce qu'il y a des gens qui avaient des besoins, soit de se faire connaître, ou peut-être suite à la COVID, d'avoir peut-être une possibilité de qu'est-ce qu'il y a à Saint-Marc qu'on pourrait utiliser, qu'est-ce qu'il y a localement qu'on pourrait avoir comme service et tout ça. Fait qu'elle a rassemblé, elle a fait une première initiative de rassembler les entrepreneurs. Il y a eu une très grande réponse. On a eu au-dessus de 80 entrepreneurs qui se sont présentés cette soirée-là. Donc, on a dit, oh, OK, il y a vraiment un engouement pour ça. Et là, de fil en aiguille, de réunion en réunion, on s'est ramassé avec une petite poignée d'entrepreneurs qui ont pris ça en main. Puis on a formé le premier comité. On a formé Saint-Marc en affaires pour après ça. Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait notre 3e année d'existence. Comme des vrais entrepreneurs, on est capable de se retourner rapidement, de développer des idées vite, comme la nouveauté cette année, d'avoir une activité aussi le vendredi soir. Oui, c'est ça. Là, l'année dernière, notre site, tous les chapiteaux, l'installation, toute l'infrastructure se monte le vendredi dans la journée pour pouvoir être prêt le samedi matin à recevoir nos exposants. Là, on s'est dit cette année, pourquoi on n'instaurerait pas une nouvelle tradition, tradition d'1 an, on l'a fait cette année, ça commence là, c'est que le vendredi soir, on va utiliser toutes les installations et le grand chapiteau pour faire un bal. Un bal? Oui, un grand bal. On l'appelle le grand bal d'ailleurs. C'est un bal corporatif, donc on vend des tables. Il va y avoir, c'est vraiment une soirée là, vraiment sous le signe d'un bal. C'est aussi pour, on s'est associé avec le Grain de sel, ici, une entreprise d'entraide familiale. Il va y avoir un encan qui va être avec tous les profits de l'encan et certains profits de la soirée vont être remis au Grain de sel pour aider les familles. Parce que le Grain de sel dessert Saint-Marc, entre autres, et plusieurs d'autres villes de la région. Donc, ça va donner ça. Puis, il va y avoir le chef Francis Blais qui a gagné en 2020 Chef Canada. C'est le plus jeune gagnant de cette compétition-là, à 27 ans. Et c'est le seul Québécois à date. Donc, on a vraiment l'honneur de l'avoir, lui, pour faire toute la soirée au niveau de chef. Ça va être lui le chef exécutif de cette soirée-là. Puis là, j'imagine qu'il faut bien s'habiller. Il faut, vous allez vendre des tables et les entrepreneurs, comment on va faire pour aller s'inscrire? En fait, là, on sollicite des entreprises. On a monté un petit portfolio, un petit document pour ça. Puis par Saint-Marc en affaires, soit par le site Internet ou par la page Facebook, vous allez avoir des informations. Ou sinon, d'envoyer un courriel à Saint-Marc en affaires, puis on va vous envoyer des informations pour toutes les entreprises. Fait qu'on vend les tables pour 8 personnes pour une entreprise. Puis aussi, s'il y a des individus qui veulent l'acheter aussi, on va les regrouper avec d'autres personnes. Mais on a 24 tables à vendre. Okay. Ça devrait être une bonne soirée. On va mettre le site web au bas de l'écran pour les gens qui sont intéressés pour aller prendre l'information. Après le bal, il va y avoir le vin. Je comprends que vous n'avez pas encore les noms des vignobles qui vont être présents, mais ça va venir. Mais aussi de la musique. Oui, en fait, la soirée du bal, on a le Bella Trio, qui est un trio d'une chanteuse avec un violoncelle et une guitare. C'est François Tétu qui est le guitariste qui a ce trio-là. Ils vont jouer toute la soirée, eux autres, le vendredi soir. Puis un petit peu, on va laisser aller pour l'encan, il va y avoir une petite pause. Mais le samedi, qui est dans le festival, il y a un show toujours le soir. Le soir, on a toujours un spectacle de fin de soirée, entre 20h et 22h. Cette année, c'est Phil G. Smith, qui est un chanteur francophone country, qui a été nommé au gala de la disque, entre autres. Il a fait le festival Lasso, il a fait plusieurs festivals au Québec. Il est à la Saint-Tite aussi. Qui est un groupe country, ils sont 5 musiciens, puis c'est ça a l'air que ça se déplace. On a hâte de vivre ça. Moi, le country, j'ai jamais fait vraiment été. J'adore le country, là, je l'ai souvent entendu, mais un show de country, là, je l'ai jamais fait. Fait qu'on a hâte de voir ça. Ça va être à découvrir pour les gens. Oui. Puis avoir la musique, il va y avoir aussi de la nourriture. Oui. Ouais, c'est un peu la ligne de l'année. Tu as tout le temps des commentaires après un événement comme ça. On avait 2 commentaires constructifs, on les prend toujours en constructif. Le premier commentaire, c'était qu'il n'y avait pas assez d'activités pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de familles à Saint-Marc, tout le monde est venu, puis on a été victime un peu de notre succès. Tout le monde est resté sur le site. Les enfants étaient là, les familles étaient là. Et là, ils disaient, bon, il est rendu à 4, 5, 6 heures, il faut qu'on mange. Puis on avait quand même une offre alimentaire, mais qui était
des goûters, des petites bouchées, ces affaires-là. Fait que rendu à cette heure-là, il n'y en avait plus. Tout était, tout était parti. Donc, il y a des gens qui se sont fait venir de la pizza, sont allés à Bel Oeil chercher du poulet, tout ça, puis ils ont ramené ça sur place pour manger sur place parce qu'ils voulaient voir le show le soir. Fait que là, ils disaient... Fait que là, cette année, on a dit, OK, ça prend plus d'offres alimentaires. Fait que là, on s'est comme mis la main à la pâte, on a sollicité des gens pour avoir une offre alimentaire plus variée et en plus grande quantité pour que les gens puissent rester sur le site puis profiter de surtout la Bellevue-Riveraine. On est sur le bord du Richelieu, là. Sur le bord de l'eau, là, des tables à pique-nique, tout ça, c'est merveilleux. On ferme même la 223. La rue est fermée entre l'église, le presbytère et le bord de l'eau. Donc, les gens peuvent circuler sur le site comme ils veulent. Là. Le 4 et le 5 juillet 2025, j'ai même cru qu'il y a des gens qui ont planifié leurs vacances juste pour être il y a des gens l'année dernière qui se sont fait prendre. Ils ont dit... il y en a des gens qui sont venus, ils ont dit l'année prochaine, je reviens, puis j'apporte plein de monde avec moi. J'amène du monde avec moi, ma famille, mes amis. Ils disent, je vais faire de la publicité pour vous, c'est incroyable. Puis ceux qui ont manqué l'événement l'année dernière, ils ont arrangé cette année leurs vacances. Ça fait depuis le mois de septembre, octobre, qu'ils nous demandent quelle date que c'est, parce qu'ils voulaient arranger leurs vacances cette année pour être là. La fin de semaine du... C'est toujours la première fin de semaine de juillet. C'est facile à retenir. C'est la première fin de semaine de juillet que la dernière année, ça va être celle-là. Fait arrangez vos vacances en conséquence. Soyez libres le 4, 5, 6, 7, c'est la première fin de semaine de juillet. Non, à une époque où c'est important de visiter nos localités. Ouais. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. On peut rester ici puis voir des belles choses, participer à des beaux événements. Je rappelle, 4 et 5 juillet 2025, 20 $ pour l'entrée. Tous les détails sur saintmarcenaffaires.com. Monsieur Bertrand, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite bon succès pour votre événement. Puis tenez-nous au courant là, des prochaines annonces. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Je rappelle que si vous êtes intéressé par les médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Entre-temps, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional.